Le journal sur Al24 News, mesdames, messieurs, bonjour. Voici les titres de l'édition. Territoire occupé, une journée de deuil au lendemain de la mort de Oudai Al-Tamimi. Les factions palestiniennes appellent à la résistance. Une troisième session du Parlement libanais et toujours pas de président. Une situation inédite dans le pays du Cèdre. Sahara occidental, le président de l'Okoko souligne l'importance de doter le mandat de la MINURSO d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme du peuple sahraoui. Inondation au Tchad, le président Déby décrète l'état d'urgence suite aux inondations qui touchent le pays depuis plusieurs semaines. Voilà pour les titres. On entame cette édition par les territoires palestiniens sous haute tension. Une grève générale est décrétée ce jeudi en Cisjordanie occupée. Une journée de deuil au lendemain de la mort de Oudai Al-Tamimi dans les camps des réfugiés de Shofat lors d'une opération martyre contre les forces sionistes. Les factions palestiniennes appellent à la résistance. Plus de détails avec Iman Merad. Oudai Tamimi, ce jeune Palestinien âgé d'une vingtaine d'années, est parti en martyr hier en Cisjordanie sous les balles assassines des colons sionistes. Des policiers de l'entité sioniste ont tiré sur Oudai Tamimi à bout portant et sans interruption en l'espace de quelques minutes interminables, jusqu'à ce qu'il tombe et qu'il rende l'âme. Oudai Tamimi a emporté avec lui son courage et s'en est allé en martyr à la fleur de l'âge, laissant derrière lui une population endeuillée, en colère, mais déterminé à poursuivre le combat. Un peuple qui est décidé pour sa liberté à offrir encore d'autres Tamimi. Pendant presque 2 semaines, l'occupation sioniste a lancé une véritable chasse à l'homme afin de retrouver Oudai. Le camp des réfugiés de Shafat, d'où il était originaire, et plusieurs autres localités voisines ont été entièrement bouclées et fouillées de fond en comble. Les Palestiniens ont dénoncé une punition collective et ont décrété un grand mouvement de colère et de désobéissance en réaction à la répression. Dès l'annonce de la mort de Oudai Tamimi, d'importants rassemblements ont eu lieu dans le camp de Shafat afin de lui rendre hommage. C'était un résistant, affirment les Palestiniens. Oudai Tamimi était poursuivi par les forces de l'occupation, étant à l'origine de l'assassinat d'une soldate de l'occupation sioniste le 8 octobre dernier à un point de contrôle. Depuis, la répression de l'occupation a connu son point culminant dans le camp de Shafat, qui a connu sa fin par la scène que le monde entier a vue hier, où le jeune Oudai encerclé a été criblé de balles par les forces de l'occupation sioniste. Dans un acte de désespoir, Oudai s'est exposé à son ennemi en sachant que c'était son seul salut. Les réactions ont été immédiates. Les Palestiniens en Cisjordanie sont tous déterminés, décrétant cette journée de colère et de grève générale à la mémoire de Oudai Tamimi. Les factions palestiniennes ont été unanimes, appelant le peuple palestinien à résister. Oudai Tamimi s'en est allé, il n'est pas le premier martyr et ne sera probablement pas le dernier tant que l'occupation durera, dans une terre où chaque Palestinien qui naît est un martyr. Le Parlement libanais a échoué pour la 3e fois à élire un président de la République après qu'aucun candidat ait pu obtenir les 2/3 des voix des députés. Le président du Parlement, Nabih Berri, a annoncé après le vote que le candidat des forces libanaises, du Parti socialiste progressiste, Michel Mouad, avait obtenu 42 voix sur un total de 128 députés. Le mandat de Michel Aoun s'achève le 31 octobre et si aucun candidat n'est élu d'ici là, le Liban connaîtra une vacance totale à l'exécutif avec un gouvernement sortant, une situation inédite dans le pays du Cèdre. À retenir ce chiffre,
10 milliards de dollars d'exportation hors hydrocarbures, l'objectif à atteindre avant 2023. Le Premier ministre algérien l'a annoncé ce jeudi à l'ouverture des travaux du Forum de l'export à Alger. Ayman Ben Abdelrahman a aussi évoqué l'ouverture d'annexes des banques algériennes en Afrique et en Europe avant la fin de cette année. Nous œuvrons tous ensemble pour atteindre le niveau d'exportation hors le secteur des hydrocarbures à 10 milliards de dollars en fin 2023. Une année qui sera également pour renforcer la sécurité alimentaire, sanitaire et d'assurer les produits de large consommation importés actuellement, aussi d'assurer l'autosuffisance et exporter le surplus. Les formes d'accompagnement que nous comptons apporter avant la fin de l'exercice en cours, l'ouverture des agences bancaires à l'étranger, en Europe ou en Afrique. Nous avons déjà terminé toutes les procédures nécessaires. Et le nouveau siège de l'Agence algérienne des exportations sera inauguré en début d'après-midi par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman, un organisme pour booster les exportations algériennes hors hydrocarbures. Le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, l'OCOCO, Pierre Galland, a souligné l'importance de doter le mandat de la MINURSO d'un mécanisme de surveillance des droits de l'homme du peuple sahraoui, dénonçant le soutien et la complicité de certaines puissances occidentales à la colonisation marocaine du Sahara occidental. Nous réaffirmons que le dossier est éminemment politique d'abord, parce que l'Europe a tenté d'en faire un dossier humanitaire, l'Espagne a tenté d'en faire un dossier humanitaire. Nous voulons en refaire un dossier éminemment politique face aux Européens, face à la communauté internationale, face à l'ONU. Et c'est déjà ce qui s'est produit à la 4e commission des Nations Unies tout récemment. La 4e commission a dû entendre 160 délégués. Parmi ces 160 délégués, 100 étaient là pour plaider la cause du peuple sahraoui sous toutes ses formes. C'était un moment intéressant et nous espérons que le secrétaire général aura entendu ce message-là parce qu'il est passé aujourd'hui au travers de l'Assemblée générale où siègent les États, tous vos États y compris. Et à l'issue de ces travaux, les membres de Task Force ont unanimement décidé d'envoyer une lettre de remerciement au président Abdelmadjid Tebboune, non seulement pour le remercier de l'accueil, mais aussi pour les facilités mises en place pour la tenue de cette rencontre. Aujourd'hui, l'Algérie est le porte-drapeau d'une lutte essentielle, celle du peuple sahraoui. L'Algérie a été capable, dans les jours précédents, de mettre ensemble les frères palestiniens qui étaient en train de se chamailler en leur disant « Arrêtez de vous chamailler, vous avez des droits communs, travaillez ensemble ». Et c'est essentiel pour la solidarité internationale d'avoir ce soutien algérien. Et j'en remercie l'Algérie. Et donc nous adresserons en ce sens une lettre au président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, qui a lui-même été extrêmement clair dans le soutien de l'Algérie. Tout récemment, plus que jamais, ce soutien est affirmé au peuple sahraoui. Et en plus des victoires réalisées par le Sahara occidental, les victoires juridiques ont aussi une importance capitale pour la lutte du peuple sahraoui. En 2016, la Cour de justice de l'Union européenne avait rendu un arrêt fondateur en rappelant en réalité ce qu'est le droit international applicable à la question sahraoui, en disant il y a deux principes fondamentaux. D'abord, le Sahara occidental dispose d'un statut séparé et distinct par rapport du Royaume du Maroc. Ça n'est pas un territoire marocain, c'est un territoire sahraoui. Le deuxième point qui était dans l'arrêt de la Cour et qui était peut-être encore plus important du point de vue de l'histoire de la décolonisation, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne, qui est une cour européenne issue et créée par les puissances coloniales, vient dire le droit de la décolonisation en disant le peuple sahraoui est chez lui. Pour toute exploitation des ressources naturelles ou pour tout accord couvrant le territoire, il faut le consentement sahraoui exprimé par le Front Polisario. Cet arrêt de 2016, la Commission a essayé de le contourner, et le Conseil, à l'instigation de la France et de certains États européens, mais le Front Polisario est retourné devant les juridictions européennes et en réalité, elles ont réexplicité, redit ce qu'elles avaient dit en 2016. Elles l'ont répété donc en septembre 2021 en disant le Front Polisario est le représentant du peuple du Sahara occidental, donc il peut saisir le juge européen.
Toute question qui touche au Sahara occidental et qui touche au processus d'autodétermination concerne le Front Polisario, donc il peut agir devant le juge. Et sur le fond, le tribunal annule les accords conclus avec le Royaume du Maroc qui couvraient cette fois explicitement la zone occupée du Sahara occidental, en disant la Commission européenne a cru bon d'inventer une espèce de processus de consultation où elle ait demandé leur avis aux colons marocains et aux institutions marocaines en territoire occupé. Ça ne vaut pas consentement du peuple sahraoui. Et ici, de nouveau clou sous l'angle du droit à l'autodétermination, le tribunal juge que, pour le consentement du peuple sahraoui, ce qui compte, c'est la volonté libre et authentique. Actualité continentale toujours, le gouvernement béninois a annoncé des mesures d'urgence d'assistance en vue de secourir des milliers de personnes victimes des inondations en raison de la montée des eaux liée à la crue du fleuve Niger et de ses affluents au Bénin. Suite à de fortes précipitations arrosant ces dernières semaines le territoire béninois. Face à ces difficultés qu'éprouvent les populations sinistrées, les autorités ont décidé de leur apporter les secours nécessaires. Le président tchadien Mahamat Débé Itno a décrété un état d'urgence pour mieux contenir et gérer les inondations qui touchent le pays depuis plusieurs semaines et qui ont affecté plus d'1 million de personnes. Ces inondations dans le sud et le centre ont provoqué par de fortes pluies, ont touché plus de 600 localités et affecté plus d'1 million de personnes, a déclaré le président tchadien. Je vous annonce un état d'urgence sera institué pour mieux contenir et gérer cette situation de catastrophe naturelle. Ces inondations, à la fois pluviales et fluviales, ont également engendré des dommages conséquents. Ces eaux ont englouti sur leur passage plus de 465 000 hectares de champs et plus de 19 000 têtes de bétail. Et climat toujours à la COP 27, la jeune militante soudanaise Nisrine El Saïm portera deux causes, la démocratie et la protection de l'environnement, indissociables selon elle, tout particulièrement dans son pays déchiré par les crises et rendu plus vulnérable encore par le réchauffement climatique. Le changement climatique a deux conséquences principales, la sécurité alimentaire et la disponibilité de l'eau. Il existe ce que l'on appelle l'agriculture intelligente, un concept de gestion visant à fournir à l'industrie agricole l'infrastructure nécessaire pour tirer parti des technologies de pointe. La première chose à faire est de faire en sorte que tous les projets agricoles au Soudan deviennent intelligents sur le plan climatique et ensuite les projets de collecte d'eau. Dans l'actualité également, Vladimir Poutine ordonne l'instauration de la loi martiale dans les territoires de Donetsk, Lugansk, Zaporizhia et Kherson, des territoires attachés à la Russie. Cette loi rentrera en vigueur ce jeudi. L'Iran a catégoriquement rejeté les allégations infondées selon lesquelles l'Iran aurait transféré des drones pour les utiliser dans le cadre du conflit en Ukraine. Il est dernièrement décevant de constater que pour poursuivre cet agenda politique, ces États tentent de lancer une campagne de désinformation contre l'Iran. Nous avons observé un nouveau round de la campagne de désinformation du Conseil de sécurité par les délégations occidentales, puisque celles-ci ont soulevé au Conseil la question des drones prétendument utilisés par la Russie en Ukraine. L'objectif de nos collègues occidentaux est clair. Ils tentent de toucher deux cibles à la fois en inventant un prétexte artificiel pour faire pression sur la Russie et sur l'Iran. Au Royaume-Uni, l'ex-ministre britannique des Transports, Grant Shapps, est nommé ministre de l'Intérieur. Il succède ainsi à Suella Braverman, qui a démissionné après seulement 43 jours de mandat. On reste en Europe. Le président de la République italienne, Sergio Mattarella, entamera ce jeudi ses consultations en vue de la formation du nouveau gouvernement
après la victoire de la droite aux législatives du 25 septembre dernier. Ces consultations qui devraient mener à la nomination de Giorgia Meloni, leader de Fratelli d'Italia, au poste de chef du gouvernement, s'achèveront vendredi au milieu de la journée. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'information continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.